Il y a un personnage en France qui a vécu au Moyen-Âge, qui est connu dans le monde entier, que tout le monde cite à tout va, très souvent. Il a traversé les frontières, il a traversé les âges, il a traversé le temps. Figurez-vous qu'il s'appelle Michel. C'est pas une blague, je vous parle de Michel de Notre-Dame. Autrement dit, le fameux El Famoso Nostradamus. Vous avez probablement entendu parler son nom, vous connaissez même peut-être son histoire, mais figurez-vous que ce personnage est absolument extraordinaire. Il a eu vraiment une carrière internationale en termes de reconnaissance, parce qu'au Moyen-Âge c'était un peu limité aux frontières, c'était compliqué, mais aujourd'hui on le connaît vraiment dans le monde entier pour ses prophéties. Il a même annoncé sa propre mort. Michel de Notre-Dame, de son vrai nom, était français. On l'appelait Nostradamus, on l'a considéré comme un prophète, comme un divin, comme un magicien, comme ce que vous voulez, un être supérieur absolument incroyable qui a réellement vécu, qui est un personnage historique. Il fait partie des personnages que j'adore, qui sont légendaires dans l'histoire. Et ensemble, plongeons dans le monde merveilleux de Nostradamus, l'homme qui défiait le temps. Nous sommes le 2 juin 1566, donc c'était pas hier. Tout ça dans une modeste maison de Salon-de-Provence. Il y a un homme qui va mourir, il s'appelle Nostradamus, et on rapporte même qu'il a même prédit sa mort. Ces textes aussi obscurs que fascinants seront lus, décortiqués, déformés, réinventés jusqu'à aujourd'hui, faisant de lui l'une des figures les plus controversées de l'histoire occidentale. Et 5 siècles après sa mort, jusqu'à aujourd'hui, il reste encore une légende, un personnage complètement énigmatique. Était-il un charlatan? Était-il un divin? Était-il un saint comme il a pu le prétendre? Certaines personnes y croient, et vous allez voir que son histoire elle est vraiment passionnante. Michel de Notre-Dame, on l'a vu, c'est son vrai prénom, donc le mec s'appelle Mich Mich. Nostradamus naît le 14 décembre 1503, tout ça dans cette ville que vous voyez, qui est Saint-Rémy de Provence, en France. Il va naître dans une famille juive qui est convertie au catholicisme. Son grand-père paternel, qui s'appelle Guy Gassonnet, il va adopter le nom de Pierre de Notre-Dame lors de sa conversion. Il a pris un nom catholique parce qu'avant ils étaient juifs. Il va surtout se convertir pour échapper aux persécutions à l'époque contre cette communauté, notamment dans le sud de la France à cette époque. Cette double appartenance, elle va influencer le jeune Michel, donc notre Nostradamus, qui va grandir finalement entre tradition catholique et hébraïque, mais aussi avec une culture provençale et une influence italienne. La Provence du début du XVIe siècle, elle présente des contrastes très marqués. La Renaissance, elle va commencer à s'implanter, tandis que l'obscurantisme médiéval persiste encore, c'est-à-dire des croyances un peu païennes, un peu étranges. Eh bien, il y a encore des choses comme ça, voilà, les sorcières, etc. Tout ça, ça disparaît normalement un peu à cette période. Donc vous avez des croyances populaires qui vont coexister avec les premiers développements de la raison. Et les superstitions s'entremêlent aux ambitions humanistes. Voilà, on a un mélange un peu étrange entre des trucs complètement de l'ancien temps et le nouveau monde. J'avais pas vu, j'ai mon ventilo, parce que vous avez pas le décor, mais là je fais du vélo. Retrouvez-moi sur Strava, Tony YouTube, voilà, c'était la pub. Je mets mon Strava en description. Le père de Nostradamus, donc Jaume de Notre-Dame, il exerce le métier de notaire, ce qui procure à la famille une certaine aisance financière. On va pas se mentir, ils étaient à l'abri, ils avaient un peu de fric. Nostradamus n'est pas né dans la bouse de vache. Alors cependant, vous avez aucune preuve qui vont confirmer que les grands-pères de Michel étaient des médecins ou des astrologues réputés qui l'auraient initié aux sciences occultes, contrairement à certaines légendes postérieures qui ont été faites pour embellir son image de pseudo-prophète. En fait, la réalité, elle est beaucoup plus modeste que ça, pour notre Nostradamus national. Michel reçoit une éducation relativement solide, probablement dispensée par l'un des grands-pères. Donc il va apprendre le latin, le grec, l'hébreu, ainsi que les bases de l'astrologie, mais aussi les mathématiques. Alors, vers 15 ans, Michel va se barrer de Saint-Rémy pour aller à Avignon. À l'époque, Avignon, c'était la cité papale, tout simplement, animée par une activité intellectuelle très intense. Là-bas, il va étudier la rhétorique, la grammaire, la philosophie. Il va suivre le cursus classique des arts libéraux, comme on l'appelle. Et en 1520, la peste va frapper la ville et interrompt ses études. Cette confrontation initiale avec l'épidémie va influencer peut-être son orientation vers la médecine. En 1522, il va s'inscrire à la faculté de médecine de Montpellier. À l'époque, c'était l'une des plus prestigieuses d'Europe. Autant vous dire que ça a bien changé. Désolé pour vous, On a un peu downgrade, C'est normal, ça va, voilà, c'est la mondialisation, les gars. À noter que ça reste quand même un peu à l'ancienne, on est encore en mode Hippocrate et tout ça. Les études de médecine, elles durent plusieurs années, un petit peu comme aujourd'hui, une galère monumentale. Sauf que Michel, il est plutôt pas mal, puisqu'il va les terminer plus rapidement que prévu. C'est là qu'il va heurter un obstacle. Vous avez certaines sources qui indiquent qu'il est expulsé pour avoir exercé comme apothicaire avant de devenir médecin. Une activité considérée comme inférieure et incompatible avec la dignité universitaire. Vous avez d'autres historiens qui contestent cette version, qui suggèrent qu'il a quitté Montpellier
Montpellier sans doctorat, ou alors qu'il l'a obtenu un peu plus tard. Là, on sait pas trop, vous voyez, ça fait longtemps. Il y a des infos, on n'est plus très sûr. Dans tous les cas, il a voulu faire médecine. Alors, les années suivantes, Michel de Notre-Dame, il parcourt le sud de la France en tant que médecin itinérant, bâtissant sa réputation dans la lutte contre la peste qui touche régulièrement villes et villages aux alentours. Alors, évidemment, la peste à cette période, ça représente la terreur absolue. Vous avez, je crois, les 3/4 de la population qui est morte en Europe, il me semble. La population a été divisée par 2 ou 3. Bon, évidemment, les médecins traditionnels s'avèrent largement impuissants contre la peste puisqu'on ne sait pas la soigner. Ils vont recourir à des saignées, mais aussi des purges complètement incroyables qui vont tout simplement buter les gens qui sont déjà très fatigués. On ne connaît pas évidemment les antibiotiques, tout ça, vous savez. Lui, Nostradamus, il va adopter une approche un peu différente. Il va mettre l'accent sur l'hygiène, il fait brûler les vêtements des pestiférés, recommande l'aération des maisons, mais aussi prescrit des remèdes de sa composition personnelle, notamment des pilules à base de rose appelées pilules roses. Tout simplement, voilà. C'est comme la Ferrari, là, ils l'ont appelé la Ferrari. La Bugatti Veyron noire, ils l'ont appelé la noire. Très bien, la voiture noire. Mais bref, ces pilules incluent de la poudre de rose, mais aussi de la sueur de cyprès et d'autres ingrédients destinés à purifier l'air et à renforcer le corps. Leur efficacité, elle est évidemment hyper douteuse, notamment selon nos standards modernes. Mais dans un contexte où les traitements courants à l'époque sont souvent nocifs, eh bien les méthodes plus douces de Nostradamus permettent probablement à certains malades de survivre, finalement, via leur système immunitaire, ou du moins de mourir moins vite, à cause des traitements conventionnels, qui les tuent un peu plus vite. Donne du placebo, voilà. À ce moment-là, sa réputation, elle s'accroît rapidement, ça va devenir un petit peu le mec à aller voir si tu peux pas canner trop rapidement. Il y a des récits qui font état de ses capacités quasi miraculeuses, et les villes affectées par la peste vont commencer à le solliciter. C'est-à-dire, on veut faire venir Nostradamus pour qu'il vienne soigner les gens, le mec il est trop fort. Entre 1525 et 1529, il va voyager à travers le Languedoc, mais aussi la Provence, de Narbonne à Toulouse et de Carcassonne à Bordeaux. Partout, il observe, expérimente et accumule un savoir empirique sur les plantes médicinales, mais aussi leurs propriétés. C'est durant cette période qu'il va s'intéresser plus sérieusement à l'astrologie, une discipline alors intégrée à la médecine. Parce que les médecins consultent à l'époque les astres avant tout diagnostic, ou même avant de donner un traitement, convaincus que les configurations planétaires influencent la santé et l'évolution des malades. Autant vous dire qu'aujourd'hui, vous vous rendez à l'hôpital, vous voyez un mec devant une boule de cristal, vous vous barrez en courant. Je vois dans Neptune une occlusion intestinale. On est vers 1531-1534, les dates sont imprécises. Nostradamus va s'installer dans la ville des Pruneaux, à Agen. C'est marrant parce que juste avant, je vous parlais d'occlusion intestinale. Incroyable. Agen, c'est une ville du sud-ouest de la France qui est sur la Garonne. Il va exercer là-bas la médecine et approfondir ses études en astrologie, mais aussi en humanité, comme il dira. Agen, c'est alors à ce moment-là un centre intellectuel modeste, mais vivant. La ville, elle va abriter une communauté de savants influencés par les échanges avec l'Italie, mais aussi l'Espagne. C'est là qu'il rencontre et épouse une femme de la région. Et il va se marier vers 1531, un petit peu après, on n'est pas sûr. Alors, on n'a pas trop d'informations sur sa femme, on pense qu'elle s'appelle Henriette d'Ancos, mais on n'est pas sûr. Alors, par contre, ce qu'on sait, c'est que de ce mariage va naître 2 enfants, un garçon et une fille. Leur prénom ne figure dans aucune archive historique. Nostradamus a probablement des descendants, mais aujourd'hui, on ne sait plus qui c'est. Ou peut-être, si c'est parmi vous, dites-le. Donc, la vie à Agen, elle apporte à Nostradamus une stabilité après ses voyages. Là-bas, il va ouvrir un cabinet médical qui prospère, donc il se fait pas mal de blé. Il va soigner des patients locaux touchés par des maladies courantes. Durant cette période, il va se lier d'amitié avec un certain Julius César Scaliger. C'est un humanisme italien qui vit à Agen depuis 1525. Rien à voir avec César, le César. Ce gars-là, on le voit comme une espèce d'érudit les plus versatiles de son temps. Alors, ce gars-là, il est complètement incroyable parce qu'il est médecin, poète, astronome, mais aussi philologue. Leur rencontre se passe lors d'un débat public. Scaliger interroge Nostradamus sur un sujet de médecine ou d'astrologie. Nostradamus, à ce moment-là, il répond avec esprit et savoir. Et donc ça va impressionner Scaliger. Et à ce moment-là, il va l'inviter chez lui et c'est là que va commencer une amitié. César Scaliger, il est littéralement en admiration devant Nostradamus. Nostradamus, il maîtrisait le latin, le grec, l'hébreu, le français. Enfin, il avait vraiment une connaissance en langue incroyable. Il connaît aussi très bien les livres médicaux antiques. Il aime aussi sa façon de discuter philosophie naturelle sans excès de dogme. Et comme ça, durant des nuits, ils vont échanger sur l'astrologie, voilà, des discussions philosophiques complètement incroyables, qui auraient été vraiment marrantes d'entendre, je pense, aujourd'hui. Genre, ah oui, t'as vu, l'astre, il est aligné avec ça, ça veut dire que t'as le doigt, machin. Bref, énorme amitié avec Nostradamus et César Scaliger. Ils font des soirées pyjama à parler de tout et de rien, de Nertière au visa, de la traversée du désert au bon couscous de Yerma. L'un d'eux me dit, Sarah Talaf Michael Jackson.
Sauf que le destin va changer radicalement d'un coup. On est vers 1534 selon les chroniques d'époque, ou bien vers 537 ou 538, d'après des calculs un peu plus récents basés sur des lettres indirectes. Eh bien, la peste bubonique va s'inviter à Agen, là où vit Nostradamus. Pas de bol. Sa femme va mourir à cause de ça, horrible, mais aussi ses 2 enfants, et tout ça en quelques semaines. Cette peste, elle ressemble à celle qu'il a vaincue ailleurs. Elle touche tous les milieux sans pitié, les symptômes incluent fièvre haute, ganglions gonflés, saignements internes, un tableau absolument infâme. Alors Nostradamus, à ce moment-là, il va essayer d'isoler les malades, d'aérer les pièces et de donner ces fameuses pilules à la rose. Sauf qu'évidemment, ça ne marche pas très bien, les gens meurent à la pelle, la populace d'Agen commence à réduire de plus en plus, on se retrouve avec un tas de prudeaux, on n'y arrive plus les gars. Si ça avait été à Dijon, on aurait parlé de moutarde, arrêtez. Bon, à l'époque, évidemment, on avait du mal à analyser un peu ce que les gens avaient. Par contre, on constatait que commençait à cracher du sang, mais surtout à s'infecter des poumons. Donc voilà, on appelait ça une septicémie pulmonaire. À Agen, c'est une autre forme de peste qui va arriver. C'est un bacille qui s'appelle Yersinia pestis, qui est beaucoup plus agressif. Donc évidemment, il va échouer à sauver sa propre famille. Sa confiance, elle va en prendre un coup. Donc là, il est pas bien. Il va entrer évidemment dans un deuil, puisqu'il a perdu toute sa famille, tout simplement. Sauf qu'un problème n'arrive jamais seul. Les mois suivants vont être compliqués. La famille de sa femme décédée, issue de marchands ou de petits nobles d'Agen, va porter plainte. Elle veut la dot entière. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas perdu le nord. La femme est décédée, mais vu qu'ils étaient mariés, ils demandent la dot. La famille veut la thune. Je sais pas, ils devaient probablement la payer au fur et à mesure du temps, Nostradamus. Mais là, vu qu'elle est canée, il faut régler la somme. Il faut solder le prêt, quoi. Mais c'est horrible, c'était ça. Cette somme d'argent, elle est en fait sous forme de meubles, mais aussi de terre. La dot, c'était quelque chose d'assez courant dans les mariages gascons à cette époque-là. Les contrats, ils prévoyaient un retour aux beaux-parents en cas de veuvage, mais aussi de mort. Le procès va même aller jusqu'aux tribunaux d'Agen, les gars. Tribunaux ecclésiastiques, donc de l'église, mais aussi civils, les deux. Il va être extrêmement long et va vider les finances de Nostradamus. Il n'a plus une thune. Il avait déjà plus beaucoup d'argent à cause des funérailles qu'il a dû payer pour toute sa famille. Il y avait plein de cercueils à acheter, et son cabinet a fermé également, donc voilà, c'est le chômage. C'est France Travail, mais d'Agen, France-Agen. Truc incroyable et qui arrive très souvent, son ami, vous savez, César Scaliger, là, il l'a aidé durant des mois parce que Nostradamus, il était un peu dans le mal, on va pas se mytho. Il l'a aidé un petit peu financièrement, mais il va le lâcher. C'est-à-dire qu'il en a marre de payer, il va dire c'est bon, Nostradamus, là, vas-y, je vais pas non plus te financer ta vie. En fait, les raisons, elles sont plus ou moins floues, mais liées à des désaccords philosophiques, soi-disant. Il en avait probablement marre de payer. Il y a des témoignages tardifs qui parlent de querelles sur Aristote, mais on pense que c'est quand même un peu l'argent. À ce moment-là, Nostradamus se retrouve relativement isolé dans la ville d'Agen. Il est fauché, plus d'amis, il a plus de famille, genre horrible, situation de chiasse totale. Ça, il l'avait pas vu dans la lune. Pire encore, l'Inquisition le vise en 1538. Vous avez des commissaires apostoliques qui chassent les idées luthériennes et les traces judaïsantes. Ouais, à l'époque, quand vous aviez des idées comme ça, on vous chassait, c'est-à-dire qu'il y avait des espèces de milices qui arrivaient et qui vous butaient, qui vous mettaient en tôle. Des fois, ils vous butaient, ça allait plus vite. On va l'accuser de paroles hérétiques en public, notamment une remarque ironique à un artisan d'Agen. Et donc cet artisan a moulé une statue de la Vierge Marie pour une chapelle en France, à Agen. Et là, Nostradamus va voir cette statue et il dira que ça ressemble plus à un démon et qu'il ferait mieux de mouler des anges. Parce que la moulure était un peu foirée, était complètement déformée, la Vierge. Nostradamus a dit que ça ressemblait à un démon. Erreur fatale de dire des choses comme ça à cette époque. Valait mieux se taire. Là, Nostradamus a craqué. Parce que traiter la Vierge de démon, c'est pas bon. Il y a des gens qui vont le balancer aux autorités pour avoir dit ça. Les gens aimaient bien rapporter les choses. On va l'accuser d'outrage à l'Immaculée, tout simplement. Comme un outrage à Agen, aujourd'hui. Sauf que là, c'est outrage à l'Immaculée, outrage à un saint. Enfin, l'Immaculée, c'est carrément la Vierge Marie. Et à l'époque, évidemment, sujet extrêmement sensible. On ne fait pas de remarques de blagues là-dessus. Ça ne passe pas. Et donc l'artisan va porter plainte à un inquisiteur mobile. Nostradamus doit alors se présenter pour s'expliquer. Il va passer un court temps en prison ou sous surveillance à Agen. On va l'interroger sur les origines converties. Et là, on va l'interroger sur ses origines, sur pourquoi il s'est converti, mais aussi qu'est-ce qu'il lit comme bouquin. On veut voir si le gars est un hérétique, s'il doit finir au Buchelard ou si ça va. Je sais plus si on brûlait encore les gens à cette époque. Probablement. Et bah si, en fait, on brûlait encore les gens à l'époque, puisqu'un dérapage de la sorte peut vous faire aller au bûcher. Vous pouvez finir en bûchette. On a même des gens suspectés d'être athées qui vont être brûlés vifs à Toulouse, tout simplement. Alors là, Nostradamus, il sent le truc, il peut vite partir en petite bûchette. Donc ce qu'il va faire devant la police, on va appeler ça comme ça, il va dire je suis catholique là. Là il n'y a pas de... je suis médecin en plus, je veux aider la population. Il insiste bien là-dessus, quoi. Il sent que ça peut vite déraper. Il va être à peu près libéré, sauf qu'il sent que ça, c'est pas bon pour lui, que ça pue. Il va se tirer en douceur,
ailleurs, en discretos. Il va s'enfuir tout simplement, il laisse toutes ses affaires, il se barre. Il a pas envie de brûler comme une bûchette. C'est là que vont commencer 6 années d'errance. Il va être sur les routes, il va se balader un peu partout. Il traverse le sud de la France, mais aussi les Alpes et le nord de l'Italie. Il esquive comme ça les inquisiteurs qui veulent l'attraper et le brûler probablement. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos sur ses voyages, mais on sait que voilà, il a pris la route. Dans ses livres qu'on appelle des almanachs, plus tard, on lira qui va nommer ses voyages des pérégrinations sous les étoiles adverses. Il va même passer par Lyon, Turin et peut-être Padoue. Et parfois, il va même soigner des gens sur sa route. Durant ces 6 années, c'est là qu'il va encore plus intégrer l'astrologie dans sa pensée. L'astrologie, je vous rappelle que c'est l'étude des astres pour en tirer des divinations, pour à peu près connaître l'avenir, voir si t'es malade, voir si des plantes vont pousser. Rien à voir avec l'astronomie, attention, l'astrologie c'est considéré comme du charlatanisme aujourd'hui. Il y a des gens qui y croient, des gens parmi vous probablement qui y croient, qui vont pas être contents. Chacun croit en ce qu'il veut, évidemment. Moi je vous rapporte ça au monde moderne, comment c'est perçu par, on va dire, les autorités, c'est perçu comme un truc faux. Après ça, il va parcourir l'Italie, il séjourne peut-être en Sicile, il va traverser les Alpes et visite Venise. Il rencontre des savants, consulte d'anciennes bibliothèques et étudie les textes ésotériques. Il y a une petite anecdote qui raconte qu'il aurait justement rencontré un moine franciscain qui s'appelle Felice Peretti, devant qui il se serait apparemment agenouillé, le saluant comme le futur pape. Et des décennies plus tard, ce moine devint Sixte V, donc le nouveau pape. Il avait en quelque sorte prédit que cet homme deviendrait le pape, sans même le connaître. Alors cette histoire, bien que séduisante, est probablement apocryphe, c'est-à-dire inventé un peu après pour renforcer la légende du prophète, du soi-disant prophète qui était Nostradamus. Ces voyages vont permettre à Nostradamus d'approfondir sa connaissance en astrologie, en alchimie et traditions ésotériques, qui vont évidemment influencer sa vision du monde à l'avenir. Il va s'installer définitivement à Salon de Provence en 1547, qui est une petite ville prospère entre Marseille et Avignon. Il est âgé à ce moment-là de 44 ans et il va reconstruire sa vie. L'année suivante, il va épouser une seconde femme qui s'appelle Anne Ponsard, qui est une jeune veuve aisée qui lui apporte une dot substantielle, mais aussi une maison sur la place de la Poissonnerie. Ils auront tous les deux 6 enfants de cette union, et les 6 vont atteindre l'âge adulte. C'est important de noter qu'ils ont tous atteint l'âge adulte, parce qu'à l'époque, il y en avait une portion qui partait à la poubelle. À ce moment-là, Nostradamus, il va reprendre son taf de médecin et ouvrir un cabinet. Il est posé, il a une femme, une maison, des gosses, le chien, tout ça, voilà. Et donc il va traiter les habitants de Salon de Provence, consolide sa réputation locale, forgée lors des épidémies de la peste. Il produit aussi des confitures. Nostradamus faisait des confitures, les gars. Mais également des cosmétiques. C'est-à-dire qu'il faisait du rouge à lèvres et des confitures, Nostradamus. Ah, elle en prend un coup, la légende, Non, je rigole. Et il vend tout ça à des notables de la région. Il fait aussi des petits remèdes, voilà, qui vendent comme ça, un peu de l'eau avec rien, 100 balles. Merci. C'était un businessman, les gars. Il avait tout compris. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir totalement incroyables pour notre cher Michel. Nostradamus ne se limite plus à la médecine des corps, puisque dans les années suivant son installation, il se tourne davantage vers l'astrologie et régit des almanachs annuels, qui est une pratique répandue à l'époque. Ces almanachs, ces espèces de bouquins, incluent des prévisions météorologiques, agricoles et astrologiques pour l'année, avec des conseils pratiques, comment planter ci, comment récolter cela. Le premier va paraître en 1550 et obtient un succès immédiat. Il en publie un nouveau chaque année, répondant à une demande croissante. Ces ouvrages vont se vendre en France et au-delà, faisant de lui l'astrologue le plus renommé de son temps. En plus d'être médecin, il devient tout simplement auteur de bouquins à succès. Il fait des best-sellers. Ce succès va l'encourager à un projet un petit peu plus vaste. Dans son cabinet au dernier étage de la maison, il observe les astres la nuit, consulte les textes anciens et rédige des prophéties couvrant des siècles entiers. Il va adopter une forme d'écriture qui s'appelle le quatrain strophe de 4 vers. C'est compliqué. Pour lui, ce sera une signature poétique. Je vais vous faire une petite phrase en quatrain strophe de 4 vers pour vous montrer ce que ça donne. C'est une version de ChatGPT, on fait avec les moyens du bord, les gars. Je suis pas Nostradamus. Estant assis de nuit secret étude, seul reposé sur la selle d'Aérin, flambe exiguë sortant de solitude, fait prospérer qui n'est à croire vain. C'est magnifique. C'est un alexandrin. C'est un alexandrin. En 1555, il publie la première édition de ses prophéties, recueil de 3 centuries et de 100 quatrains chacune, soit 300 prophéties. Le mec, il envoyait du pâté, c'est-à-dire que vous achetiez un bouquin, vous en aviez pour votre argent. Vous aviez des prophéties pour toute la vie. L'ouvrage sort des presses de l'imprimeur lyonnais Massé Bonhomme, sous le titre de Prophéties
prophéties de Monsieur Michel Nostradamus. C'est trop stylé quand même, parce que moi je suis pas loin de Lyon, et finalement ça a été imprimé à Lyon, je savais même pas. Alors dès sa parution, le livre il va susciter un intérêt colossal. Vous avez à l'époque une société qui est un peu anxieuse, marquée par des guerres de religion en France, mais aussi à cause des menaces ottomanes en Europe. Vous avez également les bouleversements des réformes protestantes. Tout ça, ça donne un terreau fertile pour vendre des prophéties et rassurer les gens. Ça fait plaisir. Les gens vont chercher du réconfort en essayant de voir si l'avenir sera meilleur. Faut savoir que Nostradamus, il avait un style complètement incroyable et captivant. Il a des quatrains qui mêlent le français, le provençal, le latin, le grec. Vous avez dedans des anagrammes, des métaphores obscures, des références mythologiques, etc. La syntaxe est extrêmement tortueuse et le sens très ambigu. Le premier quatrain de la première centurie décrit une scène solitaire nocturne d'études secrètes sur un siège d'airain. Celle que je vous ai citée, justement. Bon, évidemment, quand il y a un succès, ça va attirer un peu l'attention, notamment de la cour de France. Parce qu'en 1556, Catherine de Médicis, qui à l'époque est la femme d'Henri II, elle est passionnée, elle, d'astrologie. Et donc Nostradamus, il tombe à pic. Il est convoqué à Paris pour consulter l'avenir de ses enfants, mais aussi de la dynastie entière. Il va donc établir les horoscopes des princes, prédisant un grand avenir de manière vague, mais flatteuse. Forcément, il va pas leur dire vous allez tous canner. Catherine, elle devient alors sa protectrice, lui offrant une position privilégiée et une défense contre les critiques. En 1557, il va publier encore des prophéties, donc là il en a vraiment plein. Ça fait à peu près 600 quatrains, voilà, c'est monstrueux. Et en 1558, paraît une édition avec 7 centuries, mais aussi une inachevée. L'année 1559, elle marque un tournant. Le 30 juin, lors d'un tournoi célébrant la paix avec l'Espagne et célébrant également les mariages royaux, Henri II affronte le comte de Montgomery. À la troisième passe, la lance de Montgomery se brise, un éclat traverse la visière dorée du casque royal et le blesse à l'œil. Henri II vient de se prendre une écharpe d'à peu près 1 mètre de long dans le crâne, il meurt 10 jours après. En même temps, faut pas s'amuser avec des bâtons les gars. Cet événement va être relié à une des prophéties de Nostradamus, notamment à un quatrain de 1555, qui dit ceci: un jeune lion vainque le lieu sur le champ de bataille, lui crevant les yeux dans une cage dorée, 2 plaies en une, puis mourant de mort cruelle. Coïncidence ou cette prophétie, selon ce que vous croyez, eh bien Nostradamus va asseoir sa position de mec qui est capable de lire l'avenir. Et donc sa renommée va être complètement boostée à un niveau européen après ça. Évidemment, ça reste extrêmement vague et en fait, il faut prendre le truc dans un sens puisque aucun quatrain n'a permis de deviner un événement. Mais par contre, on a toujours réussi à relier un quatrain à un événement qui s'est passé. Donc quand vous êtes capable de lire le passé par rapport à quelque chose, ce n'est plus de la divination. Pour que ce soit de la prophétie, il aurait fallu qu'il cite littéralement les noms, ce qu'il ne faisait pas forcément. En fait, il était très vague, donc ça englobait beaucoup de choses et évidemment, vous pouviez relier des événements majeurs à ce qu'il avait écrit dans le passé. Et c'est comme ça que les gens qui lisent l'avenir vous font croire qu'ils lisent l'avenir. Ils disent des choses extrêmement vagues qui arrivent à peu près à tout le monde. Comme ça, vous pouvez les relier à un événement qui s'est déjà passé. Et vous vous dites, oh mon dieu, il a lu l'avenir. Non, non, il a fait une généralité qui colle avec une statistique. Après, chacun croit ce qu'il veut, Faut pas croire que le gars avait une renommée absolument incroyable, il y a des gens qui disaient que c'était un gros charlatan même à l'époque, sauf que lui va continuer jusqu'à sa mort à essayer de prédire l'avenir comme ça. Et donc il meurt en 1566, et son fils aîné, qu'il aura appelé César Nostradamus, va prendre l'initiative de compiler et publier ses centuries restantes, complétant ainsi l'ensemble à 10 recueils de 100 quatrains chacun, soit exactement 1000 versets poétiques. Ce chiffre de 1000 évoquant la perfection divine et l'accomplissement total dans la tradition biblique. Ça confère à l'ouvrage une aura symbolique et renforce son attrait mystique. Il y a également des éditions posthumes qui sont souvent réalisées à Lyon ou ailleurs en Europe, qui suscitent un engouement immédiat et durable. Dès les années 1570, les impressions vont se multiplier, incluant des versions pirates qui circulent clandestinement pour répondre à la demande croissante. C'était un peu le YGG de l'époque. Alors parmi elles, vous avez des ajouts frauduleux qui vont voir le jour, des imitateurs profitant de l'obscurité du texte original, intercalant de faux quatrains prétendument écrits par Nostradamus, adaptés rétroactivement à des événements contemporains pour en accroître la crédibilité apparente. Autant vous dire qu'ils ont mélangé le vrai du faux, incroyable. Un bon mensonge a toujours une part de vérité, comme on dit. Nostradamus, quand il écrivait, il faisait en sorte qu'on comprenne pas tellement ce qu'il raconte et que ce soit très obscur, pour que ça, voilà, ça fasse un truc un peu mystique. Donc comme je vous l'ai dit, à l'époque, il y avait déjà des gens qui le traitaient de gros arnaqueurs et taxeurs de thunes. Il y a un gars qui va publier littéralement des insultes sur lui, un astrologue lyonnais, qui s'appelle Laurence Vidal, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, Laurence Vidal, et donc il va écrire un
un pamphlet sur Nostradamus, qui s'appellera Déclaration des abus, ignorance et sédition de Michel Nostradamus. Et donc là-dedans, il va dénoncer l'incompétence flagrante de l'auteur en matière d'astrologie, mais aussi ses erreurs de calcul flagrantes et ses prédictions jugées ridicules ou truffées de contradictions. Vidal, donc le gars qui va écrire sur Nostradamus, il n'hésite pas à accuser Nostradamus d'exploiter la crédulité populaire pour son profit personnel. Le mec disait que Nostradamus ne savait pas compter, il savait pas regarder la lune, que c'était une vaste arnaque. Et derrière tout ça, là, dans l'ombre un peu plus loin, là, vous avez l'église catholique qui regarde comme ça. Parce que Nostradamus, il était pas sans surveillance, il regardait ce qu'il faisait comme ça. Attention Michel, on te surveille, le bûcher il est allumé, hein. Faut savoir que la divination a été condamnée comme forme de superstition païenne. Vraiment, on pouvait passer de vie à petite bûchette. Le pas était très court. Bon là, il va faire quelques manœuvres techniques en faisant croire qu'il est orthodoxe, etc. Il y a aussi Catherine de Médicis qui le protégeait un petit peu. Et grâce à ça, il va éviter la bûchette. Bon, les dernières années de Nostradamus, elles sont pas très jolies à voir, puisque sa santé, elle va décliner. Il a de l'arthrite, mais aussi de la goutte. Il a les mains complètement déformées. Il est cloué souvent au lit. Mais durant une grande tournée en France pour faire des prédictions un peu partout, eh bien justement, la fameuse Catherine, elle va en faire le médecin officiel de la cour. Enfin, médecin et conseiller occulte du roi, précisément. Et pour ça, il touchera 400 écus, ce qui est pas mal de thunes. Ça lui permet de vivre à peu près tranquille. Et donc, vers 1566, il sent qu'il va mourir. Il va rédiger son testament avec minutie. Il lègue tous ses biens à sa seconde épouse, donc Anne Ponsard, avec qui il avait 6 enfants. Il lègue aussi tout à ses enfants. Et selon une anecdote rapportée par ses contemporains et perpétuée par la tradition, il déclare à un proche, je cite, « Demain, au lever du soleil, je ne serai plus là ». Effectivement, entre la nuit du 1er et le 2 juillet 1566, il va mourir. Alors, on pense qu'il est mort d'une crise cardiaque ou d'un œdème pulmonaire à l'âge de 62 ans. Autant vous dire que l'espérance de vie avant, elle était courte. Son corps va être inhumé dans une posture assez bizarre puisqu'il va être mis debout. Tout ça encastré dans le mur de l'église des Cordeliers de Salon-de-Provence. Apparemment, ça aurait été pour des raisons pratiques liées à l'espace restreint. Il n'y avait pas de place, on pouvait pas l'allonger, on l'a mis debout. Son épitaphe, donc ce qui est gravé sur sa tombe, c'est écrit en latin, ça célèbre son legs prophétique. Ça dit qu'il restera dans la postérité, qu'il ne faut pas troubler son repos éternel. Et en fait, c'est à partir de sa mort où vraiment ça va prendre une tournure complètement incroyable, ces soi-disant prophéties. On dit qu'il aurait prédit le massacre de la Saint-Barthélemy en août 72, de 1500. Vous avez des milliers de protestants qui vont être à Paris. C'est en 1789 qu'on va dire que Nostradamus aurait prédit la prise de la Bastille, le fameux 14 juillet 1789. Mais aussi d'autres événements incroyables comme la fuite ratée du roi à Varennes en 1791, l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, la terreur sanglante de 93 à 94, les guerres napoléoniennes, etc., etc. Il aurait prédit absolument tous les gros événements qui se sont passés en France. À noter que Nostradamus est devenu tout simplement une icône, au moins en France. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens encore qui vouent un culte à cet homme. Et même dans les années 80 et 90, vous avez un boom sur Nostradamus. Vous avez des documentaires à la télé sur Nostradamus qui vont aller dans tous les sens, des films hollywoodiens qui sont un peu kitsch, des séries mystérieuses, mais aussi des bouquins qui se vendent comme des petits pains. On lui colle tout dessus. L'assassinat de JFK en 63, l'invention d'Internet, l'élection d'Obama en 2008, et même la pandémie que vous connaissez tous en 2020. En fait, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est Nostradamus qui l'avait dit.